Les vannes sur le Listembourg, j'en peux déjà plus. Quoi? Le quoi? Le faux pays imaginaire, là, c'est un mème. Il faut croire qu'il y a un pays, c'est devenu cringe en une journée, le truc. Déjà que la Lituanie, c'était relou. La Lituanie, ça existe. Ah ouais? T'en connais, toi, des Lituaniens? J'en ai jamais vu, moi. Bon alors les méga bassines là, c'est nouveau, ça vient de sortir, un nouveau truc, là faut qu'on se bricole un avis sur les méga bassines en speed, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on en pense des méga bassines? Alors selon Isabelle Lejeune, hydrologue à l'université de Tours, l'université François Rabelais de Tours. Voilà, et selon elle, les méga bassines, eh ben, c'est un petit peu dangereux parce que par exemple l'évaporation est pas prise en compte dans les études d'impact. Ouais mais donc Jean-Luc il dit quoi Jean-Luc des méga bassines? Parce que les hydrologues... Eh bien justement, Jean-Luc il était allé voir dès 2020 comment ça se passait le cycle de l'eau dans le marais Poitevin. Bienvenue Jean-Luc, c'est un honneur. Oui, tu as vu. C'est vrai qu'il y a un trou dans la Non, il arrive qu'il pleuve. Et sur son petit bateau, Jean-Luc il s'est fait expliquer l'histoire locale, la nature des sols et l'histoire de l'agriculture dans cette région marécageuse. Le point de départ de cette région, il faut s'imaginer qu'il y a 2000 ans, c'est comme le golfe du Morbihan. Ouais. C'est la baie du Mont-Saint-Michel. L'iceberg. C'est n'importe quoi cette séquence. Il y a Mathilde Panot sur un bateau, c'est comme s'il y avait Delphine Bateau sur un panneau, ça ne veut rien dire. Ok, non mais le marais Poitevin, en fait ce qui est intéressant c'est qu'il est déjà aménagé pour l'agriculture. Ces canaux ils ont été faits par la main humaine. Et les méga-bassines en fait c'est un aménagement pour un autre type d'agriculture, en l'occurrence l'agriculture intensive. Ouais mais il y avait un trou dans le bateau, Clémence Guettet elle a dit. C'est très dangereux hein, tout ça, faut pas laisser un trou. Alors ne vous en faites pas, Jean-Luc ça a été le héros du jour parce qu'il a écopé lui-même l'eau qui commençait à s'accumuler au fond de la barque. Je crois qu'on est à sec les gars et les filles. Vous avez vu pourquoi c'est moi le chef? Oui. D'accord, vous avez compris ce coup-là? Du coup il est plutôt contre les méga bassines. Ah oui complètement. D'accord. Donc on est contre aussi parce que c'est le chef de la gauche. Bon, Sainte-Soline, ça a été clairement la rencontre entre plusieurs mondes. Il y avait ce week-end-là à la fois des agriculteurs à moustache de la Confédération Paysanne, des antifas sous contrôle judiciaire, des fanzous de Jean-Luc ou de Sandrine, des retraités du coin, des babos biodynamiques genre Annick du Flambeau, et des individus de type Black Bloc très mobile, toi-même tu connais l'équipement. C'est à la Meuleuse que les opposants au projet ont sectionné l'une des alimentations de la future réserve. On les voit à l'action là sur le tuyau, ensuite on les a vus le brandir en trophée sur fond de musique techno, on les voit tous masqués, anonymisés. Là je crois qu'on n'est pas sur des gens qui ont voté Yannick Jadot sur le site internet de la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Non mais globalement ça s'est bien passé, hein. D'ailleurs il y a encore un terrain qui est occupé près de la grosse bassine, donc mine de rien les militants ils ont réussi à créer un espace de discussion et de rencontre. Non seulement c'est un espace où effectivement on peut attirer je dirais des nouvelles recrues, mais c'est aussi un espace contre-culturel au sens classique, c'est-à-dire au sens où des nouvelles expériences différentes d'ailleurs, hein, qui va de la permaculture jusqu'à même d'ailleurs justement des ateliers de désobéissance civile, hein, sont prodigués. Donc c'est un espace, d'un point de vue de la sociologie des mobilisations, c'est un espace où va se construire aussi l'identité, enfin une identité qui va permettre ensuite, je dirais, de décliner d'autres actions. Et ça, le gouvernement, il aime pas trop ça, hein. Il a très peur que les activistes s'installent durablement et que ça parte en ZAD. Bon alors pour l'instant on n'en est pas là, mais quand même, ils ont construit un petit château. Ce fort leur servira aussi à surveiller de loin la bassine à laquelle ils s'opposent, située à quelques kilomètres de là. Mais ici, on ne parle pas de ZAD. Le territoire, c'est le bassin de la Sèvre niortaise. Donc on va continuer à agir comme on l'a fait sur l'ensemble du bassin de la Sèvre niortaise. Puis ici, on a une super base de départ. On va dormir ici, on va venir revenir. Voilà, c'est... Mais c'est pas la seule zone à défendre. La zone à défendre, c'est l'ensemble du territoire. Bon, c'est peut-être pas une ZAD, mais enfin ça ressemble quand même vachement à une ZAD, hein, parce que des écolos avec des tentes quechua qui construisent des trucs en cagette entourés de gendarmes, moi j'appelle ça une ZAD. Ouais, d'ailleurs c'est même de l'éco-terrorisme, hein. C'est l'abject Darmanin qui l'a dit. Il y a eu une grande partie des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement. Il fait toujours ça, ce bruit de bouche horrible. Il sait pas déglutir avec sa gorge de traître, là. Donc toi, c'est ton principal problème avec Darmanin, c'est qu'il sait pas déglutir. Non, mais ça se rajoute. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Il y a des gens qui fichent S, c'est-à-dire radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra-gauche. Alors ce mot d'écoterrorisme, ça lui est pas venu comme ça à Darmanin, hein, parce qu'il l'avait déjà dit un peu plus tôt. Ouais, pendant sa conférence de presse, il l'a même martelé. C'est un élément de langage réfléchi et pesé. Cette partie de la manifestation extrêmement violente relevait d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation,
avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme. Bon, parlons-en de la question des moyens. On peut trouver une définition juridique du terrorisme dans une directive européenne de 2019, et vous allez voir que la question des moyens, elle est importante dans cette définition. Oui, c'est ce qu'a rappelé Clément Viktorovitch dans sa chronique pour Quotidien. Et bon, les moyens employés par les militants à Sainte-Soline, je crois que c'est pas trop du terrorisme. L'atteinte à la vie d'une personne, les enlèvements, les prises d'otages, la capture d'avions ou de navires, les destructions massives d'infrastructures ou encore la libération de substances dangereuses dans la nature, voilà, ça, c'est du terrorisme. Ce qui n'est pas du terrorisme, par exemple, c'est le fait de mettre des coups de pioche dans un bassin en construction. Que des ministres de la République puissent manipuler à ce point le langage en toute impunité, ça peut-être que ça pourrait nous interroger. Et Vlan, le voilà rhabillé pour l'hiver, le méchant Darmanin avec ses bruits de salive dégueulasses. Bah parce que pour Darmanin, si c'est des terroristes les militants écolos, bah on négocie pas avec eux, on discute pas avec eux, on leur envoie les gendarmes pour leur péter la gueule. On ne négocie pas avec les éco-terroristes. Donc de toute façon, on ne négocie pas avec les écolos tout court. Ils ont perdu les élections, donc ils ont qu'à bien fermer leur gueule. C'est ce qu'a expliqué la semaine dernière Maude Bréjon sur le plateau de C'est ce soir. Maude Bréjon est députée et même porte-parole de Renaissance. Attention, elle va bien porter la parole de la bourgeoisie qui aime l'ordre. Il y a un cadre à la revendication, il y a un cadre pour dire qu'on n'est pas d'accord, et ce cadre-là, il s'appelle l'état de droit. Pourquoi j'y suis attachée ? Parce que je considère que l'état de droit et le respect des règles, le respect de la loi, y compris dans ce genre de combat, au fond, ça nous protège tous. Aujourd'hui, vous considérez que la cause que vous menez, au fond, elle est supérieure, elle justifie d'outrepasser les règles en place. Peut-être que demain, d'autres personnes, imaginons des gens venus de l'extrême droite, estimeront eux aussi que leur cause justifie d'outrepasser les règles. Moi, je pense que Darmanin, il les traiterait pas de facho-terroristes, en tout cas. N'empêche qu'il y a un changement de ton au global, parce que en 2019, avant l'arrivée de Darmanin à l'intérieur, Macron il s'y prenait autrement avec le mouvement climat. Là on est à une marche pour le climat, et est-ce que vous reconnaissez quelqu'un dans les manifestants ? Bah il y a deux représentants du gouvernement, au milieu des jeunes, Brune Poirson et Gabriel Attal qui a le toupet de scander les slogans. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Ils se font dans le paysage, Gabriel Attal. Entre Clafoutis et Jean Enzo, l'image est superbe. À l'époque je me souviens, il nous disait « Allez-y les jeunes, on a besoin d'être bousculés, votre radicalité nous challenge, c'est inspirant pour le gouvernement ce que vous faites. » Ouais, si on arrive à interdire les touillettes en plastique à l'horizon 2050, ce sera grâce à vous, la génération climat. En tout cas, c'était une belle façon de nous dire que les marches de Greta Thunberg, ils en avaient rien à foutre. Ils venaient troller, ils faisaient leurs tweets. Ça serait marrant qu'ils aillent faire la même chose aujourd'hui à Sainte-Soline, qu'ils aillent essayer de prendre un selfie avec les jeunes cagoulés qu'on envoyait chez Jadot là. Allez, vas-y Gabriel Attal, on va voir dans quel état tu vas retrouver ta voiture, toi. Bon, Macron, il a pas fait que ça pour nous faire croire qu'il était sensible aux angoisses de la jeunesse. Il nous a fait une belle convention citoyenne pour le climat, pleine de promesses. Et je vous confirme ce matin que j'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie, en transmettant effectivement la totalité de vos propositions à l'exception de 3 d'entre elles, les 3 jokers dont nous avions parlé en janvier. Bon, vous savez comment ça s'est terminé. La loi climat, elle est passée, il fait 28 degrés en octobre, bravo Micron. Oui, bah il a rien retenu des propositions. Le texte présenté à l'Assemblée était déjà une version hyper light de ce qu'avait proposé la Convention, et à l'Assemblée, ils l'ont raboté encore plus, donc si vous voulez vous acheter un SUV, c'est le moment, vous pouvez encore, profitez-en, en plus l'État subventionne l'essence en ce moment. Donc les manifs gentils, ça marche pas. La Convention pour le climat, ça marche pas. Les élections Jadot s'est voté, on a parlé de tout sauf d'écologie. Maintenant le gouvernement s'est mis à traiter Europe Écologie Les Verts d'extrême gauche parce qu'ils font partie de la NUPES, et les militants climat quant à eux sont repas en éco-terroristes. Bon alors il faut faire quoi du coup ? Alors en ce moment ça part dans tous les sens, hein. Il y en a qui se collent à des ponts, il y en a qui bloquent des routes, il y en a qui mettent le drapeau du Panthéon en berne, et la grande mode en ce moment un peu partout dans le monde c'est d'aller dans des musées dégueulasser des tableaux. Bah bravo Macron, hein, bravo pour ce que vous avez fait à la jeunesse. À la base ils étaient juste éco-anxieux, maintenant ils sont éco-zinzin, ils sont devenus le Joker. Where is that feeling when you see the planet being destroyed? Take away from there. Bon, alors au début on savait pas trop quoi en penser, et puis on a vu qui ça choquait, et finalement on soutient complètement. Qui s'en est pris dans notre histoire à l'art, mais symboliquement ou pas, parce qu'en l'occurrence, comme vous le dites, les tableaux étaient protégés. Voilà, les tableaux étaient protégés. C'est en conscience. Oui, pour l'instant. Oui, d'accord, mais ils étaient protégés. Mais néanmoins, le symbole est extrêmement fort. Ce sont les totalitarismes qui s'en sont pris à l'art. Alors attendez, parce que si la comparaison vous paraît exagérée, sachez qu'il peut faire encore mieux Jean Quatremer. Là, vous l'avez vu sur France 5, attendez de le voir sur Arte, la chaîne franco-allemande. Qui s'en prend à l'art en règle générale ? Les fascistes, les nazis. Et dites-vous que même Pascal Praud, il avait pas osé prendre ce raccourci à cette vitesse. Je parlais des hurluberlus ou des gugus qui
manifestent aujourd'hui, comment les appeler autrement? Le monsieur qui s'est collé le front à un tableau, vous l'appelez comment? Un fasciste. Oui, alors j'ai pas voulu employer ces mots-là. Voilà, et tout était à l'avenant sur les plateaux, plein de bourgeois volubiles. Heureusement, il y avait des universitaires chiants sur France Culture pour apporter un peu de nuance. Erner avait choisi d'inviter Bruno Nassim Aboudrar, un spécialiste de l'histoire de l'art, pour voir si c'était grave, toutes ces fausses dégradations. Est-ce que vraiment c'est comme les nazis ? On n'est pas dans le cas où une œuvre d'art est détruite, et je remercie les activistes. Ils choisissent en revanche un espace symbolique particulièrement investi, qui est un espace de conservation et qui est le musée. D'abord, c'est un très beau décor, et je pense qu'il faut quand même corréler ça au fait que ça fait des images qui circulent, qui deviennent virales sur Internet, et que ce soit toujours les mêmes images et dans le monde entier. On a une image à Melbourne, on a une image au Louvre, on a une image aux Offices, on a une image à la National Gallery, etc. Et ensuite, je répète, le musée, c'est un lieu de conservation, et je pense qu'ils s'en prennent à un lieu de conservation quand on n'est pas capable de conserver l'espace extérieur. Mais ils ne s'en prennent pas aux œuvres d'art. Je crois qu'il faut insister là-dessus. Mais plus j'y réfléchis, plus j'aime bien en fait, parce que les tableaux de Vermeer ou de Van Gogh, c'est le patrimoine de l'humanité, ça intéresse tout le monde, donc c'est le bon lieu. En plus, c'est l'espace muséal. Finalement, c'est presque aussi de l'art. C'est du happening. C'est une intervention à la fois dans l'instant, dans un lieu qui est un lieu de monstration, là où le spectateur, finalement, devant le spectacle du monde, trouve la place même de spectateur insupportable. Alors on projette de la soupe, on projette de la purée, précisément parce qu'il est impossible de se projeter bon, ça dans suffit. Ce monde. C'est trop long. Je te prive de France Culture si tu continues. Tu sais qui nous privait de France et de culture ? Les fascistes, les nazis. Bon, tout ça pour vous dire que c'est dur de se faire entendre, donc on voit des choses qui nous interrogent parfois. Par exemple, les actions de blocage des routes. Bah, ça énerve un peu les automobilistes. Un peu, ouais. Ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. Vous êtes une minorité qui cassez les couilles à tout le monde. S'il vous plaît, levez-vous. S'il vous plaît, avant que les gens pètent un plomb, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va mal tourner. On peut comprendre, mais pas sur la forme. On va rentrer chez nous, on habite là. On fait quoi? On vous casse la gueule pour rentrer? On fait quoi? Moi j'ai envie d'être avec vous, mais en voyant ça, j'ai pas envie. Loïc et Rachel. Est-ce que c'est la bonne technique? Qui vous voulez, Ça dérange pas. Ouais, non, mais on est entièrement d'accord. Je pense que nous, on est aussi attristés que ça, que vous, d'en arriver là. C'était pas le but. Et d'ailleurs, vous nous avez pas invités sur le plateau quand on était devant l'Élysée à essayer d'interpeller le gouvernement. On aimerait, alors pas... vous non, aurez invité. Bah, franchement, on peut... Et en fait, c'est ça le problème, c'est que les médias nous invitent que quand on fait des choses comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Regardez aujourd'hui. Et en début d'année, on a fait en fait toutes ces autres choses. On s'est adressé au gouvernement et encore, on parle que du mouvement Dernière Rénovation, ce collectif qui est tout jeune. Mais ça fait 50 ans qu'il y a des scientifiques qui s'adressent au gouvernement, qui essayent d'avoir des méthodes plus douces, plus légales, et ça ne marche pas. Bah oui, ça marche pas. Il y a rien qui marche. Il fait super chaud, il y a plus de saison, il y a des courgettes en hiver. On est gouverné par des gens qui ont un logiciel idéologique des années 80. Bah oui, puis c'est des bourgeois, ils sont cons comme des bourgeois. Qu'est-ce que tu veux? Les vrais gens, ils ont compris eux qu'on pouvait pas continuer comme ça et ils sont prêts à changer un peu de mode de vie. 70% des Français et des Françaises étaient d'accord avec les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. C'est extrêmement concret. Vous avez qu'à les regarder, ce même gouvernement, votre gouvernement, qui les ont absolument sapés. C'est pas avec les mesures de votre gouvernement qui sont dans un capitalisme effréné, dans un capitalisme vert, pour dire on continue comme ça. Oui. On continue comme Pardon, hop, on n'entend plus rien, on est déjà à 1h02. Voilà, et nous on en est déjà à 13 minutes de vidéo, donc on va peut-être aller vers la conclusion. Oui, est-ce que je ne ferais pas une petite voix off didactique sur le capitalisme avec une musique de JRPG en fond, s'il te plaît? Comme ça on peut dire au revoir aux gens. Oui, on va faire ça. Bon, ce qui est marrant dans cet extrait là avec Maud Bréjon, c'est qu'elle lève les yeux au ciel quand on lui parle de capitalisme, parce que selon elle, l'économie française est sous perfusion depuis le Covid, donc du coup c'est pas vraiment le capitalisme. Sauf que si, c'est un capitalisme à bout de souffle, qui galère, que le gouvernement est obligé de subventionner, mais les profits partent bel et bien vers le privé, et l'appareil de production est détenu par les capitalistes, donc c'est toujours du capitalisme. Petit rappel, le capitalisme, c'est une manière d'organiser la production. Les capitaux privés sont libres de s'investir là où ils veulent, là où il va y avoir du profit. C'est la propriété privée des moyens de production. On n'est pas sorti de ça du tout, ça se saurait. Aujourd'hui, l'État français subventionne la production, mais ne la pilote absolument pas. Pendant 200 ans, cette façon de laisser faire la magie du marché a donné des résultats. Les gens ont besoin de chaussures, il se trouvera bien un capitaliste pour investir dans une unité de production, il y a un marché, donc c'est rentable, il va y aller. Pas besoin que l'État gère ça en mesurant des besoins, en ajustant l'investissement, non, ça se fait tout seul. C'est comme ça qu'on a industrialisé notre continent, beaucoup plus rapidement et efficacement que si un ministère devait tout superviser et planifier, seulement la machine s'est emballée. Elle ne tourne plus pour répondre à des besoins, elle tourne pour elle-même. Aujourd'hui, c'est la liberté des capitalistes qui nous menace, et si
si le capitalisme est un système redoutable pour créer de la croissance rapide, il ne sait pas gérer la décroissance. Demander aux capitalistes de renoncer à des profits à court ou moyen terme pour sauver le climat, on voit bien que ça ne marche pas. Ça n'est pas dans la logique de la libre entreprise et encore moins dans la culture de ces décideurs qui ne savent pas penser autre chose que la croissance et la rentabilité. Avec eux ou leurs copains au pouvoir, tout ce que ce système peut produire d'écolo, c'est le greenwashing. C'est pour ça que c'est important que Camille Etienne parle du capitalisme assez ce soir, et c'est pour ça que c'est important que s'installent des espaces comme Sainte-Soline, où des écolos raisonnables vont rencontrer des anticapitalistes, même si ça crée quelques frictions. C'est un peu... voilà. Il est important que des gens issus de l'altermondialisme rencontrent des jeunes de la génération climat, parce qu'il est temps de politiser ces questions. Sans ça, on est tous et toutes condamnés à faire des articles pour déplorer l'éco-anxiété des jeunes. C'est vraiment les médias dans ce qu'ils ont de mieux. C'est-à-dire, vous prenez un vrai problème politique, vous le passez à l'ambit médiatique, vous avez une espèce de merde psychosociétale qui ne veut rien dire. Toute politique a été abolie. Alors on interroge les jeunes. Alors vous êtes anxieux? Oh oui, je suis anxieux. Bah oui, alors oui, ils sont anxieux forcément. Bah oui. Bon, Lordon, évidemment, il est pas éco-anxieux. Puisque moi j'ai une idée du système des causes. Et j'ai une idée de quoi faire. Enfin, j'ai une petite idée, j'ai une idée générique, si vous voulez, parce que, vous voyez, renverser le capitalisme... Alors, en même temps, c'est pas très précis, mais quand même, si, c'est assez précis. C'est plus précis que dire on va faire le Green New Deal ou on va trier nos déchets, hein. C'est beaucoup plus précis, hein. Mais au moins, c'est la direction, vous voyez, voilà. Donc, ne soyez plus éco-anxieux. Je vous invite à être, moi ce que je suis, c'est-à-dire plutôt éco-furieux. Ah bah bravo, voilà, du coup tu encourages des gens qui ont tagué la voiture à Yannick? Non, pas du tout, non, moi je constate juste. Je constate que moins les capitalistes accepteront la contestation, la réforme, la révolution, plus ils vont contraindre les jeunes générations à l'éco-fureur. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'éco-terrorisme, mais au train où vont les choses, à mon avis, d'ici 5 ans, il y en a qui vont sérieusement réévaluer leur méthode d'action. Et à ce moment-là, je pense que les gouvernants regretteront le moment où on jetait de la soupe sur des tableaux. À lundi, dans 2 semaines. Ben voilà, ça c'est très 2022. On n'a pas fait que mettre des images écolo dans le générique, on fait aussi des épisodes dessus. C'est vrai que 2 épisodes sur l'écologie au mois de novembre, je crois que c'est plus que le total de tous les épisodes sur l'écologie depuis 5 ans. Voilà, ils vont bien finir par nous regarder les hippies. Non mais tu gâches tout notre greenwashing là.